Mesdames, Messieurs, bonjour, et voilà, présentation de la conférence pour l'affaire des 1000 passeports en ligne, parce qu'on n'a pas le choix de faire autrement. On a déjà repoussé 2 fois, donc cette fois, on l'a fait. Donc, merci déjà à l'Aglo de m'avoir confié cette tâche à travers le réseau des bibliothèques, parce que c'est une question tout à fait intéressante par rapport au PageX, c'est l'affaire des étrangers en quelque sorte, c'est-à-dire de cette multinationalité représentée par le PageX. Ce n'est pas une affaire facile à traiter en tant qu'historien, parce que la notion d'étranger, on va le voir, c'est quelque chose qui est extrêmement variable, souple dans le temps. Hein, parfois ça se dissout, parfois c'est très dense. Et donc, en fait, ce que je vous propose de faire, c'est d'illustrer cette histoire de cette notion de nationalité, d'étranger, de rapport à l'autre, en fait, par rapport à un territoire, à travers le PageX. D'où le titre, hein, Bargognon, Sard, Mollardier, Pégan, donc l'histoire algécienne de mobilité, de circulation et d'enracinement. C'est quand même l'enracinement. Et donc c'est toutes ces relations entre ceux qui se prétendent ou qui se reconnaissent comme enracinés et ceux qui passent par là, soit qui se sédentarisent à leur tour, soit qui font que passer, hein, ou qui se déplacent encore, voire de ceux qui étaient enracinés, qui se déplacent aussi, puisqu'on a eu aussi une émigration algécienne à différentes époques. Donc aujourd'hui, on est sur des chiffres assez exceptionnels quand même par rapport au territoire français. C'est que les derniers comptages qui ont été faits par la sous-préfecture, si je ne me trompe pas, c'est en 2019, recensaient 110 nationalités sur le petit territoire du PageX, pour une centaine de milliers d'habitants à peu près, à l'époque un peu moins encore, et avec des pourcentages particulièrement élevés dans les communes du nombre d'étrangers, puisqu'on arrive à arriver pratiquement aux 40% à Ferney. Et puis les plus bas, péniblement, descendent à 19%. Et pour des lieux d'ailleurs assez curieux, j'y reviendrai, c'est Divonne. On n'a pas tant, c'est presque un des lieux où on a le moins d'étrangers. Après, quelques communes qui sont restées encore, si on peut dire ça aujourd'hui pour le PageX, sont encore assez rurales. Donc voilà, on est sur un territoire particulier, parce qu'à une époque, par exemple dans les années 70, pour la Suisse voisine, à Genève, on disait qu'attention, si on dépassait le quart de la population d'étrangers, c'était l'explosion, c'était la guerre civile. On avait cette angoisse-là, il y a eu toutes les affaires autour de Schwarzenbach, etc., les votations anti-étrangères, xénophobes sur la Suisse dans ces années-là, à cause justement de cette idée. Or là, on les a largement dépassés pour l'ensemble du pays, sans qu'il y ait eu, me semble-t-il, d'émeutes de la population locale. Après, bien sûr, on a des tensions qui existent, on a des choses qui se passent au quotidien, qui ne sont pas du tout des choses graves, parce qu'il y a une sorte d'absorption du phénomène dans le quotidien. Mais quand même, voilà, ça existe, c'est quelque chose qui est patent. Donc cette définition comme de l'étranger, comme la sous-préfecture l'enregistre, c'est bien l'histoire de nationalité. Or, une histoire de nationalité, ce n'est pas quelque chose qui est éternel, parce que les nations naissent au XIXe siècle. Donc ça veut dire que si on remonte dans le temps, déjà on va être confronté à une autre logique de perception de l'autre, de celui qui n'est pas d'ici, si on parle géographique, mais peut-être pour d'autres raisons, on va qualifier les gens d'étrangers. Donc la notion, effectivement, elle apparaît déjà, nationalité apparaît déjà sous la plume de Rousseau, à la au milieu du XVIIIe siècle, mais pour définir des groupes qui se reconnaissent partager des mêmes principes, éventuellement une même langue, les mêmes coutumes. Donc on n'est pas encore sur la notion d'État territorial qui va émerger à ce moment-là, surtout avec la Révolution française et encore plus avec le XIXe siècle, et qui va surtout être partagé par une grande partie des populations terrestres. On est encore là sur quelque chose qui fait plutôt penser au terme nation quand on l'utilise pour les nations indiennes, par exemple, en parlant des Amérindiens.
c'est-à-dire des tribus, des peuples qui ne sont pas forcément sédentarisés, précipités sur un territoire donné. Mais comme là, on va s'intéresser, on va partir du Pays de Gex, bien sûr. Le Pays de Gex, c'est un territoire. C'est un territoire qui d'ailleurs lui-même n'est pas totalement clos et définitif, surtout si on prend dans le long terme. Parce que déjà, la notion d'émerge, on va dire quoi, avec la baronnie au XIIIe siècle, et encore là, c'est la même chose que nous, quand on utilise Pays de Gex, est-ce qu'eux utilisaient baronnie de Gex de la même manière? C'est loin d'être sûr. Parce qu'on est sur des investissements dans le territoire qui sont différents. Le Pays de Gex, il va apparaître avec le bailliage peut-être au XVIIe siècle, donc avec une entité administrative bien cernée, bien délimitée, et qui va être relativement stable. Sauf que, en même temps, comme le monde médiéval n'est pas un monde où la frontière linéaire existe et définit des cadres, où à l'intérieur tous les droits ressortent de la même souveraineté, on va avoir des éclatements là-dedans. Pour prendre un exemple, le traité de 1749 essaye de faire le ménage là-dedans, en redonnant Fégère, par exemple, moins d'un autre côté, au Royaume de France, alors que c'était des biens de la République de Genève, jusqu'à cette époque-là. Donc on avait des biens qui étaient République de Genève, des sujets qui étaient en partie République de Genève et en partie des sujets du roi de France. Donc ça faisait un peu des frottements qu'on commençait à supporter de moins en moins. Donc on a mis au propre ça. Mais ensuite, en 1815, toute l'affaire napoléonienne va entraîner une prise de pouvoir sur le sol de certains points qui étaient gessiens et qui appartenaient à ce bailliage de Gex, voire district de Gex à l'époque révolutionnaire, qui vont être récupérés par la République de Genève. Ça va créer le canton actuel avec la Versoix, Colévaucy. On va aussi faire ménage du côté du Mandement avec des droits que la France avait sur Chancy. Enfin bref, on va redessiner tout ça. Et tout d'un coup, le Pays de Gex va être amputé d'une partie, notamment de l'accès au lac, qu'il a eu pendant très longtemps. Le Versoix, il aurait été même un projet de ville, de la part de Choiseul au XVIIIe siècle, était totalement intégré au Royaume de France. Donc voilà, on est sur un espace qui aussi, est-ce qu'on considère la frontière naturelle qui est le Jura, ou est-ce qu'on prend l'arrondissement, par exemple, qui va jusqu'à la Val-sur-Ine, et qui prend une partie de la Combe en haut, à Mijoux, une partie de l'Elex, des Chaiseries, etc., jusqu'au confluent de la Val-sur-Ine et du Rhône, sur Bellegarde, sur Val-sur-Rhône maintenant. Donc voilà, c'est une entité qui a aussi son histoire, et donc là-dedans, à un moment donné, par exemple, Léa Longeray, qui était territoire savoyard, une partie du XVIIe et du XVIIIe siècle, ont été intégrés au Pays de Gex. Donc en fait, aujourd'hui, ils font partie de l'arrondissement, mais autrefois, ils étaient étrangers, puisqu'ils étaient savoyards. Alors qu'ici, on était français. Il fallait traverser un bout de Savoie pour venir de la France à la France. Donc voilà, donc une histoire de territoire qui n'est pas non plus bien carrée, d'autant plus que, justement, le Pays de Gex n'intègre le Royaume de France, enfin, on n'appartient plus au Royaume de France, mais à la nation française, donc il y a une continuité, depuis 1601, c'est-à-dire qu'antérieurement, on a d'autres souverainetés. Donc à un moment donné, eux qui étaient étrangers aux Français vont devenir Français, et leurs anciens concitoyens, si on peut dire ça comme ça, vont devenir étrangers, c'est-à-dire ceux de l'autre côté du Rhône. Donc voilà, on est sur des situations qui sont assez complexes à détricoter si on veut prendre l'entrée étranger et comprendre ce que ça veut dire dans cette histoire-là. Alors il faut dire aussi que l'histoire, c'est en gros... Voilà, l'homme a deux jambes, hein, donc il marche. Il est venu d'Afrique jusqu'en Europe, parce qu'un peu partout il a colonisé. Pour l'instant, on ne connaît qu'un seul foyer de base. Donc il a circulé partout, il a colonisé l'ensemble de la planète. Donc forcément, un jour, il est arrivé ici. Ici, on commence à avoir des traces entre les deux glaciations, mais on en a aussi... surtout, on en a à partir de moins 12 000, quand la glace se retire, c'est des grandes flaques, des flaques plus ou moins grandes d'ailleurs, il y en a une grande qui est restée, il y en a eu d'autres un petit peu par-ci par-là, et puis voilà, suivant
le réchauffement du climat, les rennes suivent, remontent vers le nord, et derrière, les chasseurs les suivent et donc viennent s'installer dans la région. Donc là, vers 12 000, on commence à voir des traces. Et donc là, on a bien des gens qui migrent en suivant des troupeaux et qui viennent s'installer momentanément, et qui continuent d'ailleurs leur périple tout le temps. Est-ce qu'ils sédimentent des équipes qui vont rester là? On ne sait pas trop. Par contre, après, on a une étape extrêmement importante qui est bien sûr la néolithisation, c'est-à-dire quand les gens vraiment s'installent ici, encore momentanément, sur 1, 2, 3 générations, le temps que les terres rendent avec peu d'amendements. Donc avec le néolithique, on est là moins 5000, moins 4000, on commence là à avoir des gens qui se sédentarisent, quoi. Ensuite, il y a toutes sortes de cultures qui circulent. Alors soit ça circule avec la diffusion de matériel. On voit des cultures remontées de la Méditerranée, d'autres arrivées d'Europe centrale. Est-ce que ce sont des gens qui sont porteurs de ça qui viennent, ou est-ce que ce sont seulement les objets, le style, la mode, en quelque sorte, qui circulent? C'est difficile à dire, mais en tout cas, il y a des échanges, donc il y a des circulations en permanence, et probablement qu'on a aussi des migrations, des gens qui quittent les lieux, d'autres qui arrivent, etc. On connaît assez difficilement ces mouvements-là. Finement, à partir du moment où on a peu de restes archéologiques, c'est très difficile, sauf à grande échelle, de comprendre ces mouvements-là. Et donc les premiers éléments historiques qu'on va avoir, c'est à partir de César, à partir du moment où on va avoir ses écrits sur la guerre des Gaules, où il va s'installer ici, observer la migration des Helvètes, en 58 avant Jésus-Christ. On voit bien les Helvètes qui quittent leur pays de la région d'Avranches, là, aux confins de la Suisse alémanique aujourd'hui, et qui vont essayer de se sauver pour différentes raisons, sont bien plus multiples que l'arrivée des Romains, et qui vont être obligés de revenir, contraints par la défaite, les défaites bien connues de Bourgogne face à César, qui vont être contraints de revenir dans des terres, donc recoloniser. Et en même temps, à ce moment-là, César, ses successeurs, va créer une colonie, cette fois le terme est très clair, la Colonia Julia Equestris, fondée à Nyon, donc sur peut-être un oppidum peut-être plus ancien, mais en tout cas là on va créer une ville qui va gérer tout un espace qu'on va quadriller, qu'on va découper en lots et qu'on va attribuer à des equestris, c'est-à-dire des cavaliers, peut-être la fameuse 10e Légion, mais là, les historiens ne sont pas tous d'accord sur si elle a combattu pour les Gaules, etc. En tout cas, des chevaliers, comme on dira plus tard, des gens qui combattaient à cheval, qui vont s'installer là, être dotés, des vétérans, être dotés d'espace, et donc construire, s'installer là, prendre des esclaves et travailler la terre. Et donc là, on a une première organisation de l'espace, et en même temps, qui est le fait de gens extérieurs à la contrée. Même si probablement quelques Gaulois restaient par-ci par-là, on est là sur quelque chose de... Donc le premier élément qu'on puisse dire de l'impact de l'étrangeté en quelque sorte sur le pays grec, c'est vraiment l'arrivée de gens. Alors ces vétérans étaient des gens souvent, n'étaient pas nécessairement des citoyens romains, puisqu'on embauchait aussi beaucoup ce qu'on appelait des barbaries, les gens de l'autre côté de la frontière. Le terme est grec, déjà pour les Grecs, le barbaros c'est pas moi, c'est l'autre. Et donc qui se faisaient mercenaires en quelque sorte dans les légions romaines. Donc, d'ailleurs, le terme étranger vient du latin, extraneus, qui veut dire du dehors, extra c'est en dehors, ça donne extérieur aussi. Et ce terme extraneus, la seule petite nuance d'importance qu'on peut lever, c'est qu'en gaulois, ce n'est pas forcément quelqu'un de géographiquement extérieur. C'est quelqu'un, en général, l'extraneus, c'est celui qui n'est pas de la famille. Donc c'est quelqu'un qui n'appartient pas au groupe, au clan, à la tribu. Parce qu'on avait les familles romaines étaient des grandes structures voilà, qui se définissaient comme telles, qui avaient certains pouvoirs, etc. Et tout. Et donc on est dans une chose qui n'est pas encore liée au territoire. Est-ce parce que les territoires sont encore mobiles, en quelque sorte mouvants, ne sont pas encore
sédentarisé, ou est-ce pas plutôt parce qu'on n'est pas encore dans l'idée de développer des espaces qui soient bien définis, tels que les nations le seront plus tard au XIXe. Bonne question. Et d'ailleurs, en 443, il va y avoir un contrat entre les Romains et les chefs, les rois burgondes, qui sont à cette époque-là sur la frontière au niveau du Rhin. Et on va leur dire, venez vous installer à Genève pour protéger contre les autres germaniques qui vont arriver, déferler. On a parlé de grandes invasions autrefois, maintenant c'est un peu désuet, mais en tout cas il y a eu une infiltration assez forte du monde germanique et scandinave. Et donc là, les Romains vont protéger l'Empire avec l'aide des tribus elles-mêmes. Et donc on voit les Burgondes s'installer là en 443, et eux, ils vont rédiger un code. Les Romains avaient déjà une juridiction très très importante, un système de loi, un système de législation très important, et les Burgondes vont se mettre dans ce chemin-là et écrire à peu près vers 500, 510, ils vont écrire ce qu'on appelle la Lex Burgundionum, la loi des Burgondes, où ils vont reprendre un certain nombre de préceptes romains, mais ils vont aussi introduire dans cette législation des pratiques germaniques. Et notamment, là, l'étranger, qui est bien dit cette fois extraneus, mais de nouveau, c'est celui qui n'appartient pas à la famille, qui n'appartient pas à la maison, pour être très précis, et lui, selon les règles germaniques, les pratiques germaniques qu'il y avait à l'époque, ça va être d'abord un hôte. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que d'abord on considère positivement, on l'invite, et on est même amendable si on ne respecte pas la loi de l'hospitalité. C'est-à-dire qu'il y a un article de la loi qui punit les gens qui ne respectent pas l'hospitalité. Alors après, si ça s'avère être un bandit, etc., là il se passe d'autres choses. Mais d'abord, on a une vision de celui qui n'est pas de la maison et qui arrive dans la maison, une vision positive. Alors on arrive tranquillement au Moyen-Âge, ça va très très vite, parce qu'après ça se densifie l'information. On arrive au Moyen-Âge et pour moi il y a trois éléments très importants qui vont changer petit à petit, disons entre la fin de l'Empire romain, donc au 5e siècle, et l'arrivée des Burgondes, et puis le 10e, 11e siècle, ce qu'on appelle le plein Moyen-Âge, la fin de l'époque carolingienne et le début de la féodalité. On a des choses très importantes qui se mettent en place. On a deux principaux mouvements avec des noms barbares, mais pas dans le même sens que les barbaros grecs. On a l'inecclesiamento, qui est un peu une copie d'un autre mot qui avait été jeté autrefois, c'est-à-dire qu'en fait, d'intégrer les gens dans l'Église, c'est-à-dire de les faire des chrétiens. C'est-à-dire que les gens, avant tout, sont des chrétiens. Ce qui est très important, parce que ça veut dire que l'étranger, ça sera celui qui n'est pas chrétien. Donc ça sera soit le musulman quand ça va arriver, ça va arriver au 7e siècle, donc là ça va être une sorte d'étranger par définition, ça va être des gens qui ne sont pas, qui sont restés païens, dans les campagnes reculées de par-ci par-là, et puis ça va être aussi les étrangers de l'intérieur, en quelque sorte, ça va être ceux qui ne sont pas d'accord avec le catholicisme, qui se met en place peu à peu, et qui vont être des hérétiques. Donc ça veut dire que là, l'idée de l'étrange, il est vraiment sur la non-intégration à la communauté chrétienne. Donc ça c'est très important, et d'ailleurs ça va être précipité sur le territoire par l'appartenance à une paroisse, puisque les paroisses vont se développer à partir du 8e, 9e siècle. On va devenir paroissien avant tout, c'est-à-dire membre de la communauté chrétienne, qui est le monde chrétien dans son ensemble, mais précisément d'une paroisse. Et pourquoi on est attaché à cette terre-là? Parce qu'autour de l'église, il y a le cimetière. Et là où j'enterre mes morts, c'est à ce lieu-là que j'appartiens. Donc il y a une sorte d'enracinement, en quelque sorte, des populations, par le biais de cette appartenance au monde chrétien. Et ça va donner, par exemple dans le pays de Gex, une vague très importante de dénomination des chefs de famille.
donc, qui vont devenir des noms des anthroponymes, comme on dit, ou des patronymes. J'en ai relevé un certain nombre, bien sûr. Hein. Léger, Poncet, Roch, Nico, Rouf, Villet, Hollard, Garin, tout ça, en fait, sont des noms de baptême au départ, c'est-à-dire ils appartiennent au corpus de tous les personnages ou de tous les noms de baptême qui pourraient exister à l'époque. Certains ont disparu, Hollard, par exemple, ne sont plus des noms qu'on utilise aujourd'hui pour baptiser quelqu'un. Mais voilà, donc on a vraiment, et là c'est une famille patronymique extrêmement importante dans le Pays de Gex. Ça veut dire que ce moment-là a été définitif pour l'enracinement des populations. La deuxième chose, c'est un peu un corollaire, c'est ce que Joseph Morcel, le grand historien du Moyen-Âge, a appelé l'installation. C'est-à-dire qu'en fait, les seigneurs, sans qu'on ait le pouvoir, installent leurs sujets sur des terres. Donc c'est la deuxième chose, le premier principe, c'est que j'appartiens à la chrétienté, j'enterre mes morts là, je suis donc de ce lieu-là, plus de l'église, presque, au sens bâtiment du terme, mais en plus, le Seigneur, qui peut être quelqu'un de religieux ou quelqu'un de laïque, me donne une terre, me concède une terre, de manière à ce que je puisse grandir sur cet espace-là. Et donc, là, c'est quelque chose de très très important parce que ça enracine doublement les familles, les populations, sur un espace qui est déterminé. Parce que bien sûr, la terre au départ, c'est une sorte de grande parcelle sur laquelle on peut faire tout, avec des droits d'usage dans la forêt, etc. Donc de manière à ce qu'une famille puisse vivre là-dessus. Puis un groupe de familles qui vont créer les hameaux, et puis des ensembles de hameaux qui vont être insérés dans ces paroisses. Donc ça, c'est des mots vraiment très essentiels pour nous-mêmes, pour la construction. Donc ça, c'est la mise en église, l'installation. Et le troisième mot, qui est une sorte de précision par rapport à ça, c'est le premier mot qui a été inventé par les historiens. L'incastellamento, c'est le fait de ranger les gens dans un château. C'est ça que ça veut dire, c'est un mot, un terme italien. C'est que tout simplement, à un moment donné, les seigneurs, qu'ils soient laïcs ou religieux toujours, ont resserré les populations sur des sites très précis. On est à Saint-Jean-de-Gonville. À Saint-Jean-de-Gonville, c'est le bourg. Le bourg, c'est une création ex nihilo, au milieu des marais. Là, à l'époque, il y avait toutes sortes de zones humides, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et ils ont créé cet espace-là avec un château, et à l'intérieur, une rue principale, et de quoi construire des maisons de chaque côté. Et ils ont intégré là-dedans, ils ont invité les familles à venir s'installer avec un certain nombre de droits. Donc on a ça à Saint-Jean, on a ça à Léa, on a ça, et bien sûr on a ça à Gex, on a ça à Divonne, enfin on a ça dans différents lieux, et des lieux parfois un peu qui ne sont pas évidents, parce qu'ils n'ont pas forcément été accompagnés d'actes de création de cette structure-là, mais Léa a conservé, enfin les archives ont conservé la charte de fondation, mais la plus importante qu'on connaisse ici, c'est celle de Gex, 1292, donc c'est l'œuvre de Léonette de Gex et de son fils Guillaume de Joinville, qui vont qui vont créer en quelque sorte la ville de Gex, qui est déjà un petit peu existante. Le château est là depuis un certain temps, il y a certainement des gens qui vivent dans ce qu'on appelle la basse-cour, mais là on va créer vraiment une ville avec ses bourgeois, ses habitants et ses règlements. Et donc là, par exemple, on va prendre en compte nécessairement là-dedans qui appartient au groupe des bourgeois, qui est habitant, qui a le droit de prétendre à tel droit, à l'accès à l'eau, à l'accès à la protection incendie, à l'accès à toutes sortes de choses, à la protection militaire avec les murailles autour de la ville, aux biens communs, etc., etc. Et notamment là-dedans, bien sûr, il va y avoir des éléments importants concernant qui arrive d'ailleurs. Et souvent, c'est une terminologie, c'est un des articles, c'est des sortes de règlements urbains, et c'est une
des éléments qui sont pris en compte, la gestion de ceux qui passent, de ceux qui veulent s'installer, de ceux qui partent aussi d'ailleurs. Et donc par exemple à Gex en 1292, l'article 41, c'est bien en relation avec un étranger. Un étranger peut avoir une maison, et s'il a une maison, il est même protégé par le seigneur, même si le seigneur de Gex est en guerre avec son souverain à lui. C'est un étranger dans le sens où il est sujet d'un autre seigneur, mettons que ce soit un sujet du seigneur de Divonne, s'il vient s'installer à Gex, à ce moment-là, même si le seigneur de Gex fait la guerre au seigneur de Divonne, il ne dérangera pas le sujet du seigneur de Divonne qui s'est installé à Gex dans une maison, avec l'autorisation de la communauté bourgeoise. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit apparaître, c'est qu'il faut bien sûr avoir l'autorisation d'être là pour participer à la fête. Il faut signer le contrat en quelque sorte. Donc voilà, donc ça c'est des choses très intéressantes. Et là, ce qu'on apprend aussi par ce document-là, et d'ailleurs tous les documents, puisqu'on a eu des chartes pour beaucoup de villes dans la région, entre autres, puisque les seigneurs, aussi bien les seigneurs locaux comme Léonette et de Joinville, que les seigneurs, que le comte de Savoie, etc., ont vraiment été, parce qu'ils s'affiliaient comme ça à une population, ils en faisaient vraiment des sujets reconnaissants, en quelque sorte, ils les affranchissaient de cette manière-là, d'une certaine manière, et donc il y a eu beaucoup de cas, et dans tous les cas de ces chartes de franchise, on a des choses qui concernent des choses essentielles aussi, par rapport à être étranger ou pas, à être ici ou pas, à être de la famille ou pas, c'est le fait de pouvoir tester, c'est-à-dire faire hériter cette descendance, et de s'inscrire à l'inverse dans une succession. Si je ne m'inscris pas dans une succession, je peux retomber étranger, en quelque sorte. C'est-à-dire si je n'ai pas d'assise successorale, je suis comme rien. Et là, par exemple, il y a un article dans la foulée, là, ça doit être le 43, qui dit qu'il faut bien que dès que quelqu'un meurt sans avoir testé, tous les héritiers puissent se présenter là, et c'est au seigneur de faire en sorte que la succession se déroule correctement. Et ça, c'est vraiment l'intégration à une famille, un lignage, comme on disait au Moyen-Âge, et du coup à une communauté de lignage, qu'est la ville elle-même, ou l'agglomération, quand il s'agit de petites agglomérations comme ça, genre Ouléa. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et là, qui nous amène petit à petit vers des pratiques plus contemporaines. Mais elles ne sont pas encore là. Donc, ce qui est... Oui, la partie installation a donné aussi une deuxième vague, en quelque sorte, une vague presque au même moment que celle-ci, de patronymes. Et là, ça va être des gens comme de Mornay. De Mornay, voilà. C'est des gens qui étaient installés à Mornay, y compris le nom de Mornay. Des motards, entre autres aussi. J'en avais relevé d'autres aussi. Voilà, du Châtel. Voilà, on a un certain nombre de noms de familles qui naissent du fait d'être localisés. Mais ici, ce mouvement est secondaire par rapport au premier mouvement, comme si c'était déjà fait en quelque sorte, et qu'on s'était basé sur une autre pratique, qui était celle vraiment de rentrer dans la communauté, quoi, débaptiser. Mais sur d'autres lieux, par exemple, j'ai travaillé sur Sixtuer à cheval, où là, on n'a que la deuxième vague. C'est-à-dire c'est que des gens, les noms de famille sont tous des noms de lieux. De trucs, de machins, de choses. Ça, c'est assez étonnant. Alors, bien sûr, dans ce milieu-là, ça n'empêche pas la mobilité. Parce qu'on avait toutes sortes de gens qui circulaient au Moyen-Âge. On avait ce qu'on appelait les pèlerins, bien sûr. Pèlerinage, c'était des choses, on pouvait aller à des pèlerinages locaux, on pouvait aller à des grands pèlerinages. Saint-Louis allait jusqu'à Jérusalem, on essayait d'y aller. On allait à Saint-Jacques-de-Compostelle, on allait au Puy-en-Velay, on allait à Saint-Antoine-de-Viennois, pour parler de la région, à Seiden, en Suisse allemande. Voilà, donc on avait des tas de lieux comme ça,
où les gens, pour des vœux, pour des raisons quelconques, circulaient pour ça et prenaient vraiment le bâton de pèlerin dans le sens où c'était uniquement pendant un certain temps, ils avaient cette posture-là. Et donc ça veut dire que le pèlerin, c'est quelqu'un qui circule, qui passe dans des lieux où là sont des gens sédentarisés, comme lui ailleurs, d'où il vient, et donc il y a aussi une relation qui doit s'établir. Donc il y avait les pèlerins, il y avait aussi les marchands, puisque les marchandises ont toujours circulé, notamment une des grandes questions de la chrétienté, c'est que la moitié de l'année on ne doit pas manger de viande, et donc on mange du poisson, et le poisson, alors bien sûr on peut avoir des carpillères par-ci par-là, mais la grosse production du poisson c'est la mer, et la mer, on envoyait ces barriques de harengs, soit du nord d'ailleurs, soit du sud, et on les voit circuler à partir du XIIe siècle au moins, parce qu'avant on n'a pas de documentation, sur les routes par ici, à la fois sur la route qui passe par le haut du lac Léman et l'autre qui passe par la Cluse des Hôpitaux, donc on était desservis avec ces choses-là. Et donc les mercators, comme on les appelait, le mercator, c'était aussi un personnage qui avait une autre fonction sur la route que le pèlerin, qui était quelqu'un qui circulait, qui devait aussi avoir des lieux d'hébergement, qui devait aussi avoir des lieux pour se nourrir, et donc qui établissait une relation avec la population qui, elle, le voyait passer. Et là, c'était des fonctions un peu plus particulières dans le sens où voilà, n'était pas marchand qui voulait, alors que pèlerin, tout le monde avait même, pourquoi pas, le désir de l'être. Et puis il y avait ce qu'on appelait aussi les viators, les voyageurs, qui a priori, encore selon les dernières traînées des lois burgondes, étaient pris positivement, mais qu'on commençait à intégrer dans des schémas un peu plus compliqués, à cause d'histoires aussi qui s'étaient passées, des bandits déguisés en marchands, des gens qui mendiaient, des hordes de mendiants, parfois, selon les périodes de crise. On mettait sur la route la guerre de 100 ans, par exemple, le 14e, on voit débarquer des troupes et des troupes de gens qui mendient, qui s'associent ensemble pour se défendre, et aussi pour agresser ceux qui avaient quelque chose éventuellement à prendre. Donc, une relation avec la personne errante qui est difficile. Et puis, à partir en tout cas pour ce qu'on sait aujourd'hui, à partir de 1477, on a les premières mentions des tziganes. Des tziganes qui circulent dans la région de Genève, donc un coup en Haute-Savoie, un coup ici. On ne les voit pas tout le temps, c'est vraiment des très très grandes bandes qui débarquent et qui s'installent des campements un peu n'importe où, et donc qui posent des tas de problèmes, etc., qu'on appelle à l'époque des Sarrasins. En mémoire peut-être des invasions sarrasines qui étaient remontées à la vallée du Rhône, peut-être, en tout cas, voilà, les Sarrasins. Au XVIe siècle, on voit apparaître ici même le terme de bohémien. Et puis eux-mêmes, à un moment donné, en 1500, je ne sais plus combien, 14 peut-être, ils sont pris à partie, parce qu'ils rentrent de force dans la ville de Genève. Ils squattent la plaine de Plainpalais, où il y avait un ancien couvent qui était, ça doit être après 1530, mais c'est 1532, où il y avait un monastère qui était à l'époque abandonné, puisque la réforme était en train de démarrer sur Genève, donc les moines étaient partis, s'étaient éparpillés par-ci par-là, et ils squattent le monastère, ils se réfugient même à l'intérieur, toute la bande de bohémiens, et là, quand ils entrent en relation avec le pouvoir de Genève, ils se disent, eux, aegypti, en latin, c'est-à-dire égyptien. Et ça donnera le terme gypsies en anglais. C'est marrant de voir émerger voilà, ce genre de choses. Et donc là, voilà, là ils disent qu'ils étaient plus de 300 par exemple, donc c'est pas une équipe de 10 caravanes, on est vraiment sur des masses très importantes. Donc on les voit passer, voilà, 1477, 1514, 1532, voilà. Avant, on n'en sait rien du tout parce qu'on n'a pas de mention. Mais peut-être que la relation aussi avec ça était différente, peut-être qu'eux n'étaient pas des masses aussi importantes, peut-être que là il y a tout d'un coup un changement dans leur pratique à eux. Enfin, voilà. En tout cas, voilà, ça ne date pas d'hier, ces mouvements de population itinérante, de métier en quelque sorte, et donc qui
qui sont perçus, qui commencent à être perçus comme des étrangers, sauf à être pèlerins, c'est-à-dire chrétiens, auquel cas bienvenue, sauf à être marchands, c'est-à-dire travaillant pour le bien commun, en fait, pour la circulation des marchandises. Voilà. Il commence à y avoir des soupçons, enfin il commence. On a des soupçons qui sont clairement... Alors après, l'histoire du Pays de Gex va avoir un heurt extrêmement important, c'est qu'en 1536, pardon, les Bernois envahissent le pays, ça devient souveraineté bernoise, et donc contraint à la réforme. Et puis ça redevient savoyard en 1564, mais il y a la tolérance. Et à la fin du XVIe siècle, en même temps que se déclenchent les guerres de religion à peu près partout en Europe, bien sûr ici on a exactement la même catastrophe, on peut le dire, parce que là c'est envahissement dans tous les coins, on détruit tout quoi, en gros, entre quelques années de la fin du XVIe siècle. Et c'est à ce moment-là, en 1601, avec le traité de Lyon, que le Pays de Gex devient français. Donc Henri IV, qui est tolérant parce qu'il était protestant et Paris vaut bien une messe et devenu catholique, il va être tolérant, donc il va autoriser les deux religions à être pratiquées sur le territoire du royaume. Ça ne va pas être le cas de ses successeurs, Louis XIII qui va commencer déjà à pas être d'accord, à accepter les réformés sur son territoire, mais surtout Louis XIV qui en 1685 va révoquer l'édit de Nantes. Donc déjà sur le Pays de Gex, il va y avoir une pression de la part de l'intendant de Bourgogne, qui était le rattachement administratif du bailliage de Gex, qui va envoyer des troupes. Les troupes vont loger systématiquement chez les protestants et non pas chez les catholiques, donc au service des familles protestantes. On va détruire les temples, on va interdire la religion, on va aiguillonner, on va dire bah tiens il y a des corvées à faire au Fort-l'Écluse, bah, les protestants y aillent, etc. Donc il va y avoir une tension très très forte et surtout une sorte de... C'est-à-dire qu'en fait, les Gessiens, qui sont quand même majoritairement, pendant longtemps majoritairement protestants au XVIIe siècle, vont se sentir totalement étrangers du royaume de France auquel ils viennent d'être attachés. Puisqu'en fait, on ne les supporte pas en tant que sujets protestants. Et il va y avoir un pourcentage extrêmement important qui va quitter les lieux. D'abord petit à petit, on voit une liste de gens qui deviennent bourgeois de Genève entre 1664 et 1708. On a à peu près une famille qui devient bourgeois de Genève par an. Ça veut dire 42 chefs de feu. Donc des lignages complets qui partent s'installer à la ville. Mais à la fin du XVIIe siècle, par exemple, ils avaient recensé 1300 encore à l'époque, ils avaient recensé, donc avant l'édit de Nantes, ils avaient recensé 1370 feux protestants sur l'ensemble du voyage, ce qui était pratiquement, c'était pas la totalité, mais c'était vraiment un gros pourcentage. 888 étaient constatés comme expatriés, c'est le terme, à la fin du XVIIe, en 1698. Ça veut dire que 65% de la population protestante avaient quitté les lieux. C'est-à-dire qu'en fait, des lieux où ils avaient eu leur domaine, où ils avaient été intégrés dans la paroisse, qui était devenue protestante à cause des faits de guerre aussi, en 1536, et qui tout d'un coup étaient étrangers. Et donc ils partaient, ils s'expatriaient, ils allaient à Genève, ils allaient dans le canton de Vaud, ils allaient en Allemagne, ils allaient un peu là où ils pouvaient, avec sur des circuits qui sont après devenus les fameux circuits du refuge, sont retrouvés étrangers véritablement ailleurs, puisque venant d'une autre patrie. Donc on est sur quelque chose de très, très violent, de très raide, et surtout de la fabrication d'étrangers à partir de sujets qui normalement sont intégrés au royaume de fait. Donc voilà, la notion est très subtile et dramatique. Au XVIIIe siècle, on a une ouverture par rapport à la religion qui est timide, mais qui progressivement va se faire. C'est le siècle des Lumières, etc. Et tout. Et là, on a un document qui est intéressant par rapport à la législation qui est imposée de la part du gouvernement central français du royaume sur le local.
puisque la ville de Gex, qui était cette ville autonome, on l'a vu depuis le XIIIe siècle tout à l'heure, on a de la documentation qui a été conservée pour comprendre la pratique sociale, politique, etc., de ces choses-là. Et notamment, il y a bien sûr une responsabilité dédiée de la part du royaume à l'intendant de Bourgogne et à la ville de Gex, au maire et à l'équipe municipale, de gestion de la police des étrangers. Et dans ce cas-là, par exemple, l'étranger, c'est celui qui se présente à l'entrée de la ville en voulant s'installer dans la ville. Et donc lui, il doit passer par les fourches codines, aller voir les élus, enfin les édiles plutôt, même si c'est des élus vraiment par un tout petit noyau, il y a des nominations aussi, etc. Donc on passe par là pour être accepté de pouvoir s'installer dans la ville. Si on est autorisé, à ce moment-là, on peut s'installer. Et par exemple, un propriétaire, une vieille famille bourgeoise de Gex voulait louer à quelqu'un qui n'était pas passé par ce circuit-là, pouvait se faire amender en même temps qu'on déménageait la famille à l'extérieur de la ville. Mais le propriétaire qui avait loué abusivement payait une amende. Donc voilà le type de police qu'on a. Et en même temps, il y a la protection de celui qui vient et qui peut se réclamer d'un asile, en quelque sorte. C'est-à-dire si c'est quelqu'un qui s'en va du lieu où il habite d'habitude et qui parce qu'il a des problèmes sur place et qu'il ne peut plus y rester, qu'il peut le prouver, notamment avec ce qu'on appelle le certificat de naissance, c'est-à-dire de lieu de baptême, hein, à ce moment-là, et qui explique son cas, les édiles municipaux peuvent entendre et accepter qu'ils soient intégrés. Et en 1701, par exemple, il y a tout un problème à Gex, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre de familles qui se sont intégrées dans la ville, apparemment sans que personne n'ait remarqué au début, ça me semble bizarre, mais on n'a peut-être pas toute la documentation, mais qui sont dites misérables, ils mentient, et ils mènent une vie scandaleuse. En fait, vie scandaleuse, ça résume les deux autres aspects. Hein. Ça ne veut pas dire autre chose. Et ça, c'est aussi une raison d'être étranger. Misérable, on retrouve le fait de ne pas être intégré dans un lignage et donc de ne pas avoir accès à des biens. Et on mendie, du coup, c'est la résultante, on mendie pour pouvoir se nourrir. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès, en fait, à ce qui fait l'existence même depuis cette période-là de l'individu, c'est d'être intégré dans un sol quelque part, avec des biens qui lui permettent de se nourrir. Et donc, forcément, ils n'auront pas d'héritage, etc. Donc, on est vraiment dans cette logique-là. Voilà. Et du coup, donc, il y a une décision qui est prise. C'est pour eux, pour les édiles municipales, c'est intolérable. Donc, ils sont expulsés. Donc, voilà, on est sur des nuances d'étrangers, je dirais, encore assez subtiles. Et là-dessus arrive la Révolution française. Et là, il y a bien sûr une exacerbation des frontières, hein, qui commence à devenir de plus en plus des lignes qui enserrent des États à l'intérieur des nations. Hein, là, le terme nation est utilisé à tour de bras pendant la Révolution française. Et donc là, on se trouve ici dans le Pays de Gex sur une frontière. Parce que de l'autre côté, sur plusieurs bords, on n'est pas du tout sur des territoires français. Un canton de Vaud d'un côté qui est bernois, Genève qui est sa propre république, et la Savoie qui est de l'autre côté. Donc déjà, on a un jeu sur la frontière avec une relation un peu particulière, puisqu'il y a des accords qui avaient été signés déjà, notamment pour que des marchandises puissent transiter facilement du Pays de Gex vers Genève, et puis et vice-versa d'ailleurs aussi. Hein, dans les gens qui descendaient à Genève, par exemple les gens de Saint-Jean, de Fégère, descendaient leurs châtaignes sur le marché à Cornavin. On a des petits documents comme ça. Bien, les horlogers de Chaiserie travaillaient pour l'établissage des montres de Genève, hein, tout ça en plein 18e. Donc on avait des accords, des choses, alors, des accords et puis aussi des incapacités, parce que le système n'était pas encore bien bétonné, de surveillance aussi des circulations, hein, qui étaient... Enfin, le passeport avait quand même été mis en place, puisqu'il s'agit de parler de passeport à l'époque de Louis XIV. Mais c'était au départ pour les Français qui voulaient aller à l'extérieur.
Et puis déjà la Révolution, là, si on n'a pas de passeport, on ne circule pas. Même de canton à canton. C'est-à-dire qu'on va tellement vouloir contrôler la circulation des personnes qu'on va établir une paperasserie énorme et gigantesque pour aller, pour sortir de Ferney, par exemple, pour aller à Collonges, il fallait un passeport, visé par le maire du lieu, de la ville de départ. Celui de la ville d'arrivée devait viser l'arrivée, etc. Et donc on devait argumenter, bien sûr. Là, il y a des tas de cas totalement absurdes, type les ouvriers qui venaient faire les foins, il leur fallait un papier pour traverser d'un ponton à l'autre, parce qu'ils avaient l'habitude de travailler avec tel paysan. C'était journalier de Prefsin, par exemple, qui allait travailler sur Thoiry. Il leur fallait un papier pour circuler en toute impunité, quoi. Sinon, ils étaient bloqués. Et c'était parfois amendable. Et notamment, on a conservé les archives du bureau de Mérin, qui était encore en France à l'époque. Il passait du lait, il circulait du lait, du foin, du bois, de chauffage. À chaque fois, c'était à s'arracher les cheveux pour pouvoir faire un travail qui... Voilà. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu les ennemis internes de la Révolution, qui étaient les immigrés, on va les appeler comme ça, à l'époque déjà, c'est-à-dire ceux qui se sont enfuis, les nobles qui se sont enfuis après la nuit du 4 août et plus tard, pour pas être pendus au écho aux arbres de leur parc, et puis les prêtres qui refusaient le serment à la République, serment, je ne sais pas comment on l'appelle, qui s'enfuyaient aussi, ou qui se faisaient réfractaires, comme on disait, et donc qui, eux, au bout d'un moment, ont quitté le territoire, parce que sinon, ils ne pouvaient plus vivre, quoi. Soit ils acceptaient les règles, soit ils les refusaient, et du coup, ils fuyaient. Et donc, on les appelait des émigrés. Et après, on mettait en vente les biens des émigrés, etc. Un vocabulaire extrêmement redondant à l'époque révolutionnaire. Et donc là, ça pose, par rapport à la France, les bases d'une structuration très précise, très pointue. L'Empire, le premier Empire, va accentuer avec toute la surveillance policière, sachant qu'ici, qui arrive dans le pays GEC, c'est des lettres signées Fouché, qui était le préfet de police, qui dit « tout doit passer par moi, à Paris pour des faits qui se passaient ici ». Donc il y avait vraiment une sorte de paranoïa, en partie justifiée, on comprend. Après, c'est tout le problème très complexe des révolutions. Mais donc là, voilà, on précise, et du coup, ça va rester en quelque sorte, ça va rester. Et au 19e, on va bénéficier en quelque sorte de ces pratiques-là, qui en même temps se seront développées dans d'autres nations, en Europe essentiellement, il faut le dire, ce type de notion, de nation fermée par des limites, avec à l'intérieur des individus qui sont des nationaux, qui sont des citoyens français, comme on disait déjà à la Révolution. Et puis tout ça va faire en sorte qu'on va vite définir l'étranger comme celui qui n'est pas d'ici, comme celui qui vient d'ailleurs. Quel que soit en quelque sorte son rapport avec le monde dans lequel il débarque. Donc, et là on voit, alors là au XIXe siècle, c'est la valse des archives à ce sujet-là. En plus, les Suisses vont faire une excellente invention, ils vont faire comme tout le monde d'ailleurs au XIXe siècle. En 1844, ils inventent ce qu'on appelle le cordon fédéral, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment boucler la Confédération avec un cordon douanier et une vraie frontière. 1844. Donc à ce moment-là, ceux de Saint-Jean qui avaient leur vigne à Dardagny, ils sont étrangers quand ils vont faire leur vigne. Et surtout, Dardagny prenait l'eau de ses fontaines sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Gonville. Donc là, ça va poser des problèmes, comment on pourrait dire ça, diplomatiques. Donc voilà, le fait de ce durcissement et de cette définition plus stricte de la frontière, et donc de je suis de ce côté-là ou de ce côté-là, ça va être des choses... Et en plus, ici, on est donc sur cette frontière, on est frontière avec Genève, avec Vaud bien sûr, on va être frontière encore avec la Savoie jusqu'en 1860 quand même. Donc ça veut dire beaucoup d'étrangers. C'est là par exemple qu'on voit, je parle de Sardes dans le titre, dans
les recensements de la population avant 1860, plutôt à partir de 1841, 40, peut-être le suivant il saute, peut-être 1851. Là on voit apparaître à l'intérieur, dans toutes les communes du Pays de Gex, on voit tout d'un coup un tel, il est sarde. Pourquoi? Parce qu'il venait de l'autre côté, mais ça faisait peut-être 2 générations qu'ils étaient installés ici. Mais simplement, ils étaient natifs, le grand-père ou le père même était natif de Vulban, par exemple, de Chevrier ou de Saint-Julien. Voilà. Et autant autrefois, même s'ils étaient savoyards et ici français, il y avait une circulation potentielle jusqu'à la Révolution française, possible, à tel point que Mandrin et les grands contrebandiers vont se servir largement de la possibilité. Autant tout d'un coup ça devient un truc compliqué, quoi. Ça devient un truc compliqué. C'est aussi à cette époque-là que les Mollardiers aussi, dont je parle, c'est à ce moment-là que ceux-là, c'était des ouvriers savoyards qui se réunissaient à la place du Mollard à telle date, et que les paysans gessiens allaient choisir pour faire leurs travaux annuels, soit les saisons, moissons, fenaisons, soit trouver des valets, des grands valets comme on disait, qui allaient travailler gagés à l'année ou sur 3 ans, selon les pratiques. Donc c'est bien une définition de l'autre. Hein. Mollardier, c'était celui qui passait par la place du Mollard. Et puis après, en retour, ceux de l'autre côté qui débarquaient par ce système-là sur la terre gessienne, qui étaient étrangers ici, et qui avaient affaire à des patrons gessiens, c'est là qu'ils ont défini le gessien comme un turcan. On en avait parlé. Et turcan, c'est une insulte en fait. Turcan, c'est une insulte parce que on dit dans le budget que se tioquer, c'est se cogner, donc c'est se cogner les chèvres. Mais ça, c'est un terme qu'on trouve à Genève en 1850 à peu près, et c'est se tioquer, c'est toujours un acte à 2 parties, quoi. Or, tiocan, c'est autre chose. Tiocan, c'est l'équivalent de ciocco en Italie, c'est-à-dire c'est une souche. Et autrefois en français, quand on disait c'est une souche, c'était pas très positif, quoi. Voilà. Donc voilà, les Gessiens avaient, pour les Mollardiers, qui étaient en fait des Savoyards, avaient la réputation d'être un peu limités peut-être. Mais bon, après ça c'était leur vision, hein. Toujours la vision de l'autre, qui est toujours un peu critique, notamment parce qu'ils étaient employés de ces gens-là, hein, ceux qui les critiquaient. Et par contre, pour continuer, puisque je suis sur le sujet, il y a aussi les Bargognons. Les Bargognons, c'est ceux de l'autre côté de la montagne. C'est-à-dire même Mijoux et l'Élève, qui faisaient partie de l'arrondissement de Gex à partir de la Révolution française, et les Pays de Gex avant déjà, étaient des Bargognons, c'est-à-dire des gens de Bourgogne. Et les gens de Bourgogne, c'était... Ici, on était aussi Bourgogne, puisqu'on était sur la tendance de Bourgogne, mais l'autre, c'est la vieille Bourgogne, le comté de Bourgogne, la comté de Bourgogne. Donc on appelait les Bargognons, ce qui était plus une attribution politique qu'une attribution méchante. Et en retour, d'ailleurs, cela appelait les gens du Pays de Gex, non pas des Turcans, mais des Paygans, c'est-à-dire ceux du pays. Donc, voilà, comme ça, on se positionne. Ah, t'es payant, toi. Les Paygans qui montaient leur vache chez les Bargognons pendant longtemps. Voilà, et donc on voit passer aussi un grand nombre de populations en déshérence, puisque le 19e siècle est un siècle particulièrement agité. Et là, j'ai juste relevé quelques éléments. En 1832, par exemple, il y a des Polonais à Gex et à Ferney qui sont reçus d'ailleurs, parce que c'est des officiers de l'armée en déroute, parce que la Pologne, à l'époque, a subi des révolutions, des agressions de son voisin toujours agressif, l'Empire russe. En 1836 et 1843, c'est le mouvement qu'on a appelé la Jeune Suisse. Parce qu'à cette époque-là, c'est le moment des mouvements dans les grisons, autour des ligues grises et tout ça. On a un antagonisme avec les cantons centraux allemands, avec la volonté de créer des États indépendants, etc. Et donc, voilà, ça va donner la guerre du Sonderbund en 1844, 1843, voilà, je ne sais plus les dates exactement, mais dans ces eaux-là. Et donc il va y avoir des gens qui vont se réfugier
de Suisse dans le pays de Gex qui vont demander l'asile à ce moment-là, au moins pour passer, quoi. En 1848, là, ça va être... parce que 1848, c'est l'enflammation de tous les peuples, c'est le printemps des peuples, on l'a dit à l'époque, de tous les peuples européens. Et donc, notamment, on va voir débarquer des troupes entières, mais des centaines de personnes, hein, qui s'enfuient de Lombardie après l'échec de leur révolution, qui s'enfuient de Lombardie et qui passent par la Suisse pour essayer de trouver l'asile quelque part, qui arrivent à Pontarlier, qu'on renvoie sur le pays de Gex pour les renvoyer dans le Piémont, parce que Piémont est d'accord de les accueillir entre-temps. Enfin bref, et là on va passer des troupes. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai noté la présence de quelques Brésiliens. Je me suis dit, tiens, des Brésiliens à Gex en 1848. Et puis en fait, oui, quelque part c'est logique, puisqu'il y a Garibaldi derrière. Et Garibaldi, son histoire, c'est un niçois, hein, donc à l'époque il est né savoyard, piémontais même, on pourrait dire. Et c'est un mercenaire, c'est un type, faut qu'il agisse, en plus avec une sorte d'idéal révolutionnaire, donc il va partir aider la révolution au Brésil, la guerre d'indépendance face à l'Empire portugais. Et donc il va revenir avec une femme brésilienne, il va débarquer à Gênes en 1848, parce qu'il entend qu'il y a de la révolution en Europe. Il va se battre aux côtés des Piémontais, entre autres, hein. Il va aider les Lombards, ça ne va pas marcher, etc. Et donc parmi les troupes qui débarquent, donc les fuyards, il y a des Brésiliens qui viennent très probablement, qui sont venus sur le bateau avec Garibaldi depuis le Brésil, 1 ou 2 ans avant, peut-être 1 an avant, je pense. Donc c'est assez étonnant. En 1855-56, on a des Espagnols, parce qu'il y a toute la guerre de succession carliste, il y a en quelque sorte 2 rois pendant une époque, là, dans ces années-là en Espagne. Et puis à un moment donné, il y en a un qui tombe, enfin celui qui revendiquait la royauté, qui finalement ne réussit pas à prendre le pouvoir. Tous ceux qui étaient de son camp, ils vont dégager, ils vont être réfugiés par-ci par-là. Il va y en avoir pas mal par ici, dans les montagnes surtout, à faire des métiers un peu qui n'étaient probablement pas les leurs, parce que ça devait être plutôt des gens de haut rang. Et puis la grande grève de Barcelone de la même année, qui va envoyer des tas d'ouvriers, cette fois sur les routes. Et 1864, de nouveau, des problèmes en Pologne, on les voit débarquer, alors cette fois il y a le train, donc ils arrivent par train à Bellegarde, ils essaient de venir là pour aller se réfugier à Genève, où ils sont accueillis, mais bon, ça pose des problèmes pour les faire circuler de là à là. Donc voilà, donc c'est assez agité. Et en France, pendant ce temps-là, on travaille à une législation qui va se mettre en place à la fin du 19e siècle, avec le décret de 1888 et la loi de 1893. Il y a des très belles archives qui étaient conservées à Thoiry. J'espère qu'ils les ont gardées. Il y avait déjà eu un permis de séjour pour les étrangers extra-nationaux, c'est-à-dire d'origine géographique identifiée en 1851, à l'époque de la fin de la Deuxième République, on peut dire, à l'époque où émerge Napoléon III. Donc, et tout ça, en fait, cette législation, elle se met en place parce qu'il y a une très très grande demande de main-d'œuvre et que la main-d'œuvre locale ne suffit pas. Et donc, les industriels, notamment, et aussi l'agriculture, demandent, la soif de main-d'œuvre, et demandent beaucoup de personnel étranger. Et donc là, il y a carrément des chasseurs de tête qui vont en Italie, qui vont en Pologne aussi d'ailleurs, qui vont en Espagne, etc., pour récupérer des lots entiers de main-d'œuvre. Et en même temps, d'ailleurs, on va commencer à faire appel à la main-d'œuvre coloniale, puisque l'Empire français s'est gonflé, qui, elle, va surtout émerger principalement avec la guerre de 14. Et puis, du coup, donc, ces requêtes de main-d'œuvre, ça va être le courant d'arrivée, notamment des Italiens ici, qui vont être la principale culture émigrée, nation émigrée du pays de Gex, avec la requête des sieurs de long, la requête des grands marchands de bois pour faire les coupes de bois, parce que c'était des techniciens hors pair, notamment les gens du Haut-Veneto, de la région de Trente, qui avaient des compétences qu'ils ont vendues dans toute l'Europe. Toutes les contrées forestiers ont été équipées par des systèmes, notamment d'abord les rises, donc ces couloirs en bois, en rigole de bois, et puis ensuite les caves. C'est-à-dire que même encore dans les années 20, on va chercher ces gens-là parce qu'ils ont des compétences techniques extrêmement poussées. J'ai un copain
ethnologue qui a fait un très très beau travail avec les anciens à ce sujet. Et donc, voilà, on va voir arriver, se constituer d'ailleurs dès le 19e, dans le pays de Gex, à Farges par exemple, j'avais retrouvé des charbonniers italiens dans les années 1840. À Peron, on va les voir arriver un peu après, les bûcherons plutôt. On va les voir à Divonne, on va les voir à Zancy, on va les voir vraiment à Gex bien sûr. Hein. Ça donne tous les noms de famille qu'on connaît aujourd'hui, dont les descendants n'ont pas forcément été bûcherons, mais plutôt maçons, etc. Et on a donc un fort courant qui fait que, par exemple, la Chalais, avant la guerre de 14, la Chalais, en gros, c'est moitié-moitié, de locaux et moitié d'étrangers. Et à l'intérieur des moitiés d'étrangers, il y a moitié de Suisse et moitié d'Italiens. Mais là, les Italiens, par exemple, ils ne viennent pas pour la forêt, pour des métiers qu'on leur connaît, ils viennent pour travailler à l'usine, à la plaine. Donc ils sont frontaliers, étrangers, frontaliers, ils travaillent à l'étranger. Donc on commence, et là il y a des choses très intéressantes de maire de l'époque qui dit que pour lui, pour la commune, c'est un bénéfice. Parce que c'est des gens qui se comportent bien, parce que c'est des gens qui ont des moyens, parce qu'ils sont ouvriers, ils travaillent à l'usine. C'est des gens qui s'intéressent à ce qui se passe, ils vont créer une équipe de foot, etc. Il va y avoir toute une dynamique qui va être créée par cette... Donc on a déjà là l'amorce en fait du pays de Gex contemporain, quelque part, avec ce tout petit lieu de Chalais, beaucoup plus d'ailleurs que sur d'autres lieux du pays de Gex, même si à Ferney, mais on pourra développer ça, mais où là, depuis très longtemps, bien sûr, on a une immigration, Voltaire ayant fait déjà venir les horlogers natifs là, lors du moment de leur rejet par la République, les a fait travailler sur Ferney. Voilà, après on pourrait encore épiloguer. Je vais juste faire, si j'ai encore le temps, une généalogie classique du pays de Gex. C'est la généalogie, c'est marrant parce que j'ai mangé avec une amie que je n'avais pas vue depuis un certain temps dernièrement et on est venu à discuter de ça sur sa famille et ça m'a ébloui. J'ai dit effectivement c'est ça. Donc elle est là, elle a 2 parents, un père qui a vécu la grande partie de sa vie à Divonne. Mais qui était né à Lyon. Et son père était venu à Divonne parce qu'il était douanier. C'est une bonne raison de venir travailler dans un lieu frontalier. Et par contre, sa maman est gessienne. Alors là, quand on remonte, on pourra remonter, on trouve des gens des Dombes, on trouve des gens peut-être du Midi, après je ne savais plus trop, mais en tout cas, voilà, là on a une arrivée dans le pays de Gex, d'un étranger au territoire, qui est bien sûr concitoyen, qui vient pour le travail. Et donc des douaniers, il y en a eu un paquet qui sont venus. Hein. Et tous n'ont pas sédimenté dans le coin. Hein. Donc il y en a eu des volets depuis l'époque de la douane, en fait, hein, qu'on commence à vraiment mettre en place la douane au XIXe siècle. Par contre, la maman gessienne, c'est intéressant parce que là, il y a un grand-père de Mijoux. On va débarquer les Bargognons. Et puis là, je vais juste reprendre le petit dessin. On va pas dire de bêtises. Voilà, quelqu'un qui était né à Grand-Séconnet. Donc là aussi, on a un schéma, voilà, précipite dans le pays de Gex, des gens qui viennent de l'autre côté, et des gens, bien sûr, qui sont en relation, ou natifs, ou français peut-être de Genève, ou de Grand-Séconnet, dans ces coins-là, selon les métiers des parents après. Et c'est petit Séconnet d'ailleurs, c'est important, mais de l'autre côté de la frontière. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a là des gens, là on a un diamantaire, lapidaire diamantaire. Autre économie qui se met en place à la fin du XIXe siècle, qui va attirer du monde, et notamment des gens de Belgique, grand pays de la taille de diamant. Parce qu'il fallait aussi former les locaux, enfin, ça on voit très très bien puisque Saint-Claude a été un grand foyer diamantaire, la taille de diamant, un lapidaire aussi. Alors un lapidaire c'est plus ancien.
Mais les diamantaires, ils ont fait appel à la main-d'œuvre des ouvriers, parce que c'est très qualifié comme métier, des ouvriers belges pour venir former les ouvriers locaux. C'est souvent les patrons qui ont fait ça. Et là, cette personne-là avait épousé une Anglaise. Là aussi, le business de diamant était concentré en Angleterre, avec la compagnie de Beers. Donc voilà, on a un précipité dans le pays Gex de toutes sortes de mouvements, et ça c'est vraiment typique ici. Voilà, c'est-à-dire que j'aimerais que quelqu'un, aujourd'hui, mon contemporain, me dise qu'il n'a pas une généalogie comme ça dans le pays Gex. Voilà, pour conclure, merci beaucoup. Donc, puisque nous sommes à Crozet, c'est un cas intéressant par rapport aux étrangers, surtout dans les temps anciens. Crozet, donc déjà la toponymie, c'est une toponymie relativement récente, c'est pas une toponymie qu'on pourrait renvoyer à l'époque romaine par exemple, ou gauloise. On est vraiment Crozet, voilà, c'est le petit creux, pourquoi ça s'appelle comme ça, j'en sais rien, mais c'est un mot d'usage médiéval, on va dire. Effectivement, Crozet, ce qui est intéressant dans la géographie, c'est que ça se trouve à un croisement. La voie principale, elle va du Fort-l'Écluse à Divonne, pour schématiser, et même elle va plus loin, puisque c'est une ancienne voie antique qui courait tout le long du Jura et qui allait jusqu'à au-delà après qui rejoignait Nyon en partie, et qui même continuait au-dessus de Nyon pour aller par la côte. Donc là, on est vraiment peut-être même sur un chemin gaulois. Pour moi, ce serait une hypothèse tout à fait plausible. Et puis ici, on a une autre voie carrément transversale qui part de Genève et qui va vers Saint-Claude. Avec le passage ici du col dit de Crozet. Donc on est à un endroit éminemment circulé. On n'est pas perdu quelque part dans le pays, on est vraiment à un endroit important, qui est un carrefour en plus de circulation très importante, ici très très ancienne. Et ça va constituer jusqu'à la création des grandes routes au XVIIIe siècle, donc, qui ont précédé la 4 voies pour le secteur, donc la route du pied de la montagne, c'était la route principale, par où passaient les marchands, par où passaient toutes les circulations, jusqu'en 1740, donc c'est resté pendant très très longtemps. Et puis celle-ci, elle va mettre en relation une cité importante et une autre ville importante, c'est une ville abbatiale, avec une abbaye très renommée et très importante, très riche, avec un grand territoire, beaucoup de sujets qui travaillaient pour elle. Et puis, à partir du XIIe siècle, un lieu de pèlerinage qui va encore prendre de l'importance au XIVe, XVe siècle. Donc ça veut dire que la circulation, Genève, c'est une cité qui va concentrer du monde, donc des potentiels de circulation par ici. C'est aussi un lieu de passage, quand on vient de certaines contrées de la Savoie, on va passer par là, par exemple. Voire du Valais, on prend le bateau, on continue là. On voit par exemple la fréquentation de Saint-Claude par toutes les grandes familles nobles de la région, la comtesse de Savoie par exemple, qui passe par là vers 1380, et aussi le duc de Savoie plus tard encore, vers 1450-60, parce qu'on a retrouvé qu'il avait acheté des petites médailles frappées à l'effigie de Saint-Claude en argent à des orfèvres qui étaient à Saint-Claude, parce qu'à Saint-Claude il y avait tout un business autour du pèlerinage, et Saint-Claude était devenu vraiment un personnage très important de la gens aristocratique, quoi. Et donc on voit d'ailleurs par l'achat de ces médailles que le duc de Savoie n'est pas allé tout seul avec 2 chevaliers avec lui, il a acheté 100 médailles pour les donner à chacune des personnes qui l'avaient accompagné dans son pèlerinage. C'est pareil quand en 1380, une de ses ancêtres va à Saint-Claude,
Ils sont plusieurs dizaines de personnes avec des mules bâtées, avec le matériel, les vêtements, de quoi manger, etc. etc. Donc c'est vraiment, on part en pèlerinage quand on a les moyens. C'est pas juste le petit personnage avec son bâton et sa coquille Saint-Jacques, c'est vraiment des troupes complètes. Donc ça veut dire des flux relativement importants. L'autre voie, pour venir du bassin lémanique, étant la Faucille, beaucoup plus ardue en quelque sorte, parce qu'il faut monter plus haut. Et il faut redescendre à Nijou et remonter de l'autre côté et retraverser encore, alors que par là, on arrive aux Moussières et on descend tranquillement par les bouchons, on arrive directement par une vieille voie d'ailleurs qui monte à Puy-Saint-Claude par le Martinet, le village Saint-Sauveur. Et puis donc cette voie-là importante. Donc au milieu, on a une installation, il y a un château déjà qui se met en place, je ne sais plus quand, mais en tout cas il existe au XIIIe, qui est le château de Rossillon. Et puis on voit apparaître, au XIVe siècle d'ailleurs, dans ces eaux-là, probablement au XIVe, en fait on a une mention au XVe, probablement au XIVe, la naissance d'une paroisse neuve. Alors que toutes les autres paroisses remontent au 8e siècle, tout d'un coup là on a un démembrement de la paroisse peut-être de Pouilly sur Crozet, avec création d'une église qui va être dotée, qui plus est, qui a été montée probablement par les Templiers, d'abord, et puis après leur suppression, qui a été reprise par l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Et ces ordres-là, Temple ou Saint-Jean, sont des ordres militaires, et c'est des ordres militaires dont la tâche est de soutenir la croisade, etc., et aussi de contrôler en quelque sorte et de soutenir tous les trafics de personnes, notamment les pèlerins. Et effectivement, là, ce qui est intéressant aussi, c'est que le vocable qu'on connaît tardivement, malheureusement, de Crozet, donc le patron de l'Église, c'est Saint Philippe et Saint Jacques. Alors ces deux-là sont toujours associés, ces deux apôtres, hein, donc c'est parmi les premiers, ils ont connu Jésus. Et par contre, c'est probablement pas Saint Jacques le Majeur. Ça peut parfois dériver vers Saint Jacques le Majeur, c'est-à-dire suite Saint Jacques de Compostelle. Mais en général, c'est l'apôtre. On connaît très peu, on a très peu d'informations. Et par contre, on a quand même un Saint Jacques. Donc l'idée pour moi, c'est que ce lieu-là, point de passage, géré par des gens particuliers des circulations, on est sur vraiment une paroisse, une population qui est mise en place ici, entre autres pour gérer les flux. Alors effectivement, cet axe-là, c'est une des voies du chemin de Saint-Jacques, de Saint-Jacques le Majeur cette fois, qui notamment permettait aux gens, aux Alémaniques, la région de Bâle, de descendre pour rejoindre le Puy. Le Puy qui était le point de concentration pour tout l'est de l'Europe, avant de continuer la voie sur les grands chemins, par Conques et tout ça, qui vont traverser jusqu'à Saint-Jacques, le sud du Massif central. Donc là, on a des flux, probablement, de pèlerins alémaniques, entre autres. Après, il y a tous ceux qui s'agglutinent, qui viennent de là, ou qui repartent dans l'autre sens chez eux. Donc c'est un lieu vraiment très spécifique des circulations. En plus là, on a cet autre pèlerinage qui est plutôt un pèlerinage local, mais qui draine quand même des grandes familles. Et puis on a aussi une particularité ici, qu'on a, je crois que c'est 1310, une exemption de péage pour des marchands qui sont de Crozet et qui vendent du fromage. Donc qu'est-ce que leur rôle, c'est quoi? Il y a les Monts Jura ici, de drainer une partie des fromages, les séracs, apparemment c'est des sérassiers comme on disait, et ensuite d'en faire le commerce. Ils ont l'exemption, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de péages qui ne vont pas payer, quoi. Du coup, ils ont un petit bénéfice sur les circulations des marchandises dont ils se font les marchands. Donc là, on est effectivement dans un lieu éminemment des circulations dans le Pays de Gex, un lieu très important, et du coup, qui va être extrêmement confronté aux étrangers. Merci.